J'appelle les personnes de la table ronde à venir sur l'estrade. Alors, j'ai dit tout à l'heure 6, mais je me suis trompé, il y en a 5, si j'ai bien compris. Si 5, hein, c'est bien ça. Qui vont nous présenter chacun en quelques minutes, ce qui est toujours un exercice difficile, leur dispositif. Et donc, je vais jouer, comme d'habitude, la personne qui regarde le compteur. Donc, vous m'excuserez si je vous brusque de temps en temps un petit peu pour bien respecter les horaires et qu'on finisse à l'heure. Donc, est-ce vous présenterez, quand vous présenterez le projet cette fois-ci, on va changer un petit peu par rapport à la table ronde de ce matin. Je ne sais pas s'il y a un ordre de passage particulier. Non. Est-ce qu'il y a des volontaires pour commencer ? Je me là ou je reste, c'est comme vous voulez. Je peux rester, très bien. Je vous ai préparé un petit diaporama. Je vais mettre debout quand même. Donc, je m'appelle Latifa Sali Bounzat. Je suis diététicienne au sein du réseau Santé Nutrition Diabète 41. Et je vais vous présenter une des prises en charge proposées par le réseau, qui est la prise en charge du diabète gestationnel au sein du RSND 41 à Blois. Alors, 10% des femmes enceintes sont concernées par le diabète gestationnel et ça fait à peu près 80 000 cas par an en France. Et les chiffres ne font qu'augmenter. C'est une pathologie d'adaptation de la grossesse qui apparaît au moment de la grossesse et qui, dans la plupart des cas, disparaît au moment de l'accouchement. Cette pathologie est liée et en lien avec l'insulinorésistance spécifique de la grossesse. Cette insulinorésistance ne fait que d'augmenter tout au long de la grossesse et nécessite des besoins d'insuline doublés par rapport au début de grossesse, par rapport à la fin de la grossesse. Une petite diapo explicative simplement pour vous montrer que l'insulinorésistance pendant la grossesse va avoir pour conséquence une hyperglycémie maternelle et cette hyperglycémie maternelle va se transmettre à l'enfant. Donc l'enfant, quand il y a un diabète gestationnel, va avoir une hyperglycémie lui aussi. Alors, ce diabète gestationnel va avoir pour conséquence, quand il n'est pas bien pris en charge, une macrosomie pour le bébé, c'est-à-dire un poids de plus de 4 kg à la naissance, des hypoglycémies néonatales, éventuellement des détresses respiratoires quand il y a un diabète gestationnel précoce. Il y a aussi un risque pour la mère, un risque de dystocie, c'est-à-dire d'accouchement difficile, d'hypertension artérielle d'association plus fréquente et un risque de diabète gestationnel ultérieur, donc pour les prochaines grossesses, et de diabète type 2 dans les années qui suivent le diabète gestationnel. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une femme qui a présenté un diabète gestationnel a un risque multiplié par 7 d'avoir un diabète type 2 plus tard par rapport à une femme qui n'en a pas présenté un. Une diapo pour vous présenter le protocole de prise en charge au RSND 41. Donc la prise en charge commence par le diagnostic de diabète gestationnel qui est fait par le médecin généraliste ou par le gynécologue obstétricien. Donc ce diagnostic peut être fait à 2 moments de la grossesse. Au premier trimestre de la grossesse par une glycémie à jeun. Quand la glycémie à jeun est inférieure à la norme, on va pouvoir refaire un test entre 24 et 28 semaines de grossesse, ce qu'on appelle une HGPO, donc une hyperglycémie provoquée par voie orale. On va faire prendre 75 grammes de glucose à la dame et faire la glycémie avant, 1 heure et 2 heures après. Ces tests vont permettre... Vous pouvez revenir ? Voilà. Ces tests vont permettre de poser le diagnostic de diabète gestationnel. Lorsqu'il y a diagnostic, il va y avoir adressage au RSND 41 qui va proposer une prise en charge pluridisciplinaire, tout d'abord par une éducation sur la maladie qui va être faite par le médecin coordinateur,
puis un bilan et une éducation diététique fait par une diététicienne et une éducation à l'autosurveillance fait par une infirmière. L'objectif de la prise en charge, c'est de proposer une alimentation adaptée pour couvrir les besoins de la maman et de son futur enfant et de proposer à la dame de faire 4 à 6 tests de glycémie par jour pour suivre l'évolution de ses glycémies. Ensuite, on va faire, pardon, je vais rester encore un petit peu dessus sur la diapo. Voilà, on va faire une synthèse et qu'on va envoyer au médecin, à la sage-femme et au gynécologue obstétricien régulièrement, et on va proposer un suivi régulier à la patiente pour adapter par rapport à la diététique. Lorsque la diététique ne suffit pas à normaliser les glycémies, on va parfois avoir besoin d'une insulinothérapie qui là va être proposée sans hospitalisation, donc en faisant participer les infirmières libérales qui vont s'occuper de l'éducation à l'injection d'insuline. Et donc ensuite, il y aura un suivi régulier jusqu'au terme. Voilà, merci. Cette prise en charge va permettre de mettre en œuvre des mesures préventives à court terme par la réduction du risque materno-fœtal, à moyen terme par la prévention du diabète type 2 chez les mamans. La grossesse, c'est un moment de la vie d'une femme propice au changement de comportement et donc c'est un moment propice pour leur apprendre à manger mieux, les éduquer vis-à-vis de l'alimentation pour elles et pour leur famille dans la globalité. On en profite en fait pour aussi faire de l'éducation du bébé et de l'enfant. À long terme, la prise en charge permet de préserver autant que possible la santé future de l'enfant. Il y a des récentes études qui permettent, vous en avez parlé un petit peu ce matin, de dire que la nutrition commence déjà intra-utéro, et donc une alimentation équilibrée pendant la grossesse permet de préserver autant que possible la santé future de l'enfant, au moins du point de vue cardiovasculaire. Au sein du réseau, la prise en charge, à l'heure d'aujourd'hui, c'est 1076 femmes suivies ou en cours de suivi pour diabète gestationnel. C'est une prise en charge qui est pluriprofessionnelle, axée sur la diététique. Nous avons publié en 2010 sur les 200 premières femmes prises en charge par le réseau pour diabète gestationnel et nous avons eu de bons résultats concernant le nombre de macrosomies et le nombre d'hypoglycémies néonatale. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Je ne sais pas si j'ai oublié de te demander de te présenter, en fait. Si tu t'étais présenté, d'accord. Oui, excuse-moi. rapidement, mais voilà. Il y a eu une absence momentanée. Est-ce que... Pascal... Oui, je vais prendre la suite. Donc, Pascal Morandi, certains ont lu président, je ne suis pas président, je suis responsable régional, c'est déjà pas mal. Donc, si le monsieur qui a un cabine veut m'envoyer. Donc, on m'a demandé de faire un projet novateur et innovateur. Ça fait des années que l'ARS nous demande d'être novateur et innovateur. Et ça fait rien que 63 ans qu'on est novateur et innovateur dans la dictologie et l'alcoologie. S'il peut passer la suite... Donc voilà, donc j'irai même plus puisqu'on est un petit peu avant-gardiste. Et on s'est aperçu encore que ce matin, ça fait des années qu'on le pratiquait. Donc on est un peu comme M. Jourdain, on faisait de la pro sans le savoir. C'est toujours bon. Doucement avec les diapos, voilà. Donc 53, voilà, très bien. Donc quand je serai guéri, j'irai le dire à tout le monde. Si ce n'était pas novateur en 53, vous imaginez qu'en 53, on parlait de la guérison de l'alcoolisme, et il y a encore des gens, en 2015 et en 2016, qui disent qu'on n'en guérit pas. Ensuite, Villlibre affirme que l'alcoolisme est une maladie dont on peut guérir. Et là, Villlibre affirmait le militantisme maintenir et conforter l'abstinence. Et comme par hasard, les derniers résultats de l'INSERM, qui s'est adressé au mouvement d'anciens buveurs et au mouvement d'entraide, a confirmé exactement la même chose, puisque les cas de réalcoolisation sont beaucoup moins fréquents chez les gens qui s'engagent dans le militantisme. Donc on peut continuer. En 1957, il y a eu la création des commissions féminines. À l'époque, on s'est aperçu que l'alcoolisme féminin avait ses spécificités. Le corps médical a mis du temps pour s'en rendre compte.
Et au début, c'était pour les femmes malades et guéries, et ensuite ouverte à toutes les femmes. Donc ça fait depuis 1957 qu'à Vie Libre, il existe des groupes femmes qui sont faits entre elles, pour elles et par elles. Encore une idée novatrice. On peut continuer. La carte des relations. Dans le parcours de soins du malade, ça aussi c'est quelque chose de fantastique. On voyait un individu, on voyait le malade. Le généraliste, au départ, c'est ce qu'il fait. Maintenant, il le fait beaucoup moins, vous verrez. Et on le mettait derrière un bureau, puis on s'occupait de rien d'autre. Donc, on s'était aperçu que voir le malade sans tenir compte de son contexte familial, social et professionnel, ça serait perdre son temps. D'où la nécessité d'une branche jeune pour ce qui concerne les enfants dans les familles et des commissions femmes qui se réunissent entre elles pour continuer à suivre le malade. Donc, on va voir cette fameuse carte des relations. Après ça, on appelle ça comme on veut. Il y a plein de termes, hein. Nous, ça fait des années qu'on travaille avec ça. Le malade est au milieu. On peut appeler ça le patient ou l'usager comme on veut. Pour nous, c'est le malade. Et on s'occupe du milieu familial, de sa santé, des institutions, du chômage, de l'école, du commerce, j'en passe et les meilleurs, afin de rien oublier dans son parcours. Et on parlait hier, puisqu'on est membre de l'instance régionale d'addictologie, de parcours de soins. Et on disait, on perd des malades. Je ne sais pas, je n'ai pas l'impression qu'on en perd tellement à Vie Libre. Avec ce système-là, j'ai même l'impression qu'on les suit. C'est-à-dire qu'on les suit avant qu'ils acceptent de franchir la phase du déni. On les suit pendant qu'ils sont en soins. Et on les suit après, par la promotion du buveur guéri. Donc on peut continuer. Donc on répète un petit peu la nécessité. Voilà. Donc en plus de ça, on permet à nos amis, une fois sortis de la maladie, de savoir à qui ils ont affaire et à quoi ils ont affaire. Donc Vie Libre leur propose un engagement, une action sociale et politique. Politique dans le bon sens du terme. Surtout ces temps-là, on entend parler de politique. Pour nous, politique, ça veut dire souci du bien commun. Qu'on soit bien d'accord. On continue. Et effectivement, on va bien au-delà d'une association, d'une amicale ou d'une confrérie d'anciens buveurs ou de telle ou telle confession religieuse. Vous allez trouver sur la place de la région centre et dans les départements beaucoup d'associations qui sont de confession religieuse. Elles ne s'en cachent pas. Nous, on est laïcs, on y tient. Notre mouvement, c'est un mouvement de formation pour nos militants et pour les personnes de l'extérieur. Alors nous rappelons aussi que nous sommes organisme de formation. Quand il s'agit de parler d'alcoolologie et d'addictologie, nous avons toutes les références pour le faire. Et des stages sont régulièrement initiés par Vie Libre à l'intention de tout le monde, professionnels de santé. On est arrivé dans certaines écoles d'infirmières et de sages-femmes, et aussi bien dans le milieu industriel. Donc, connaissance des différentes thérapies employées. Évidemment, si on prend un malade, on va l'accompagner. On ne va pas le laisser tout seul. On ne va pas lui dire, le déposer à la porte de l'hôpital et puis salut. Vous savez que les recommandations de la SFA, les recommandations de l'instance régionale d'addictologie, sont que les mouvements d'entraide soient présents dès les premiers temps de sevrage. Donc, M. Imorier, le docteur Imorier, m'a assuré hier qu'il ferait le nécessaire pour prendre contact avec tous les services hospitaliers pour que nos mouvements soient intégrés dès les premiers temps de sevrage. Après, chacun fera ce qu'il veut. Donc, Vie Libre s'est constitué d'un réseau. Depuis le temps qu'on travaille de réseau, ça fait des années qu'on connaît comment ça marche, avec les hôpitaux, les établissements de santé, les médecins généralistes. J'en passe. Et à l'intérieur de Vie Libre, contrairement à ce que les gens pourraient penser, c'est pas parce qu'on est bénévole qu'on n'a pas des professionnels de santé. On a notamment des addictologues, des infirmières, des psychologues et autres, qui sont membres à part entière de Vie Libre. Je pense qu'il y en a encore une petite dernière. Donc l'action carcérale, pareil, on s'est aperçu qu'il y avait aussi en prison des gens qui souffraient d'addiction. Nous, on s'en est aperçu depuis 1978. Donc il y a eu des délégués Vie Libre prison qui sont reconnus et agréés par le ministère de la Justice en 1990, qui rentrent dans les établissements pénitentiaires et dans les maisons d'arrêt, et qui assurent le suivi, et qui assurent le suivi aussi pour les gens sous main de justice. C'est-à-dire j'ai un collègue qui accompagne la personne, pose du bracelet, dépose du bracelet, qui va le chercher chez lui pour l'emmener aux réunions, et pour l'emmener bien sûr au tribunal et l'assister. Donc notre mouvement s'enracine partout, dans les quartiers de nos villes, grandes villes ou petites, dans les villages, dans le milieu du travail et dans les hôpitaux. Donc depuis l'origine, des équipes de base constituées de buveurs et buveuses guéris se rendent au domicile du malade. Donc on n'a rien inventé, on voit le malade où il est. Ça fait depuis 63 ans qu'on va au domicile du malade, dans un premier temps.
qu'on le rencontre, alors sur sa demande ou pas sur sa demande. Donc on évite de passer à côté des gens qui ne se disent pas malades et qui sont malades quand même. Donc ça sera sur indication des généralistes, des services sociaux, des hôpitaux, des pompiers, des gendarmeries. C'est-à-dire que rien ne nous fait peur au point de ne pas aller taper chez un copain qui est malade. On parlait d'altérité tout à l'heure. Si c'est pour aider son prochain, lui dire « Attends, on vient discuter 5 minutes, tu as peut-être un problème avec l'alcool », et avec 95%, on rentre et on discute. Donc la confidentialité, je ne vous fais pas de dessin, elle est essentielle. Hein. Donc tant que le malade n'est pas devenu ce que nous on appelle un buveur guéri, qu'il n'a pas décidé de s'investir dans le mouvement. Donc on a des gens qui restent des simples adhérents, qui payent une cotisation par an, qui sont contents de venir à notre assemblée générale, et d'autres qui veulent mettre à profit, comme ce que je suis en train de faire avec vous, ces années passées dans l'alcool. Hein. Moi j'ai 30 ans d'alcoolisme derrière moi, ben, je suis en train de le faire ici et de le mettre à profit. C'est pas là le plus important, hein, je ne vous le cache pas. Le plus important, c'est que je vais dans la famille expliquer à mon alter ego qu'on peut s'en sortir et en guérir. Hein. Donc promotion des buveurs guéris. Là je le répète et j'insiste énormément, que de compétences. Alors que ce soit psychoactif ou pas, ce n'est pas mon problème. Que de compétences, d'intelligence et de cœur faut-il aux militants pour obtenir une guérison valable et durable? On parle d'humain. Dans l'organisation propre du mouvement à tous les échelons, local, départemental, régional et national, il faut des compétences variées. Et on part du principe que la formation et la promotion se fait dans et par l'action, qu'il n'y a rien de théorique. La théorique, c'est pas grand-chose. Ce qui compte, c'est la pratique. La sémantique, on l'aura, les mots, on les aura. S'il faut parler tel ou tel langage, on saura faire. L'essentiel, c'est d'être là. Donc l'ouverture sur la société, beaucoup de sections Vélib sont membres des CLSPD. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est les conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance. Les CTPA, c'est les comités techniques de prévention des addictions. Et travaillent en partenariat avec les CARUD, ZAPA, CICAT, CAET et sont répertoriés dans les annuaires des réseaux d'addictologie. Donc je vous ai mis quelques gens avec qui le comité régional travaillait, hein, notamment la SFA, la Fédération d'addiction, le CIS, la FRAPS. J'en profite toujours pour remercier la FRAPS, parce que quand Emmanuel nous a invités, ça m'a fait énormément plaisir. J'ai d'ailleurs une anecdote à ce sujet-là. Quand j'ai rencontré M. Demy, qui la première fois dans son bureau m'a dit « Mais qu'est-ce que vous faites à la FRAPS ?» Alors, je lui ai dit « On fait ce qu'on fait d'habitude. » Mais il dit « Je ne comprends pas. » Ben, j'ai dit « On vient à la FRAPS parce qu'il y a peut-être des gens qui souffrent d'addiction. » Ah bon? Ben, je dis oui, donc dans le premier coup, ben, on va leur parler qu'on peut peut-être les emmener vers les soins, si on en trouve, parce qu'il y en a partout. Et puis je lui ai dit, vous savez, même chez vous aussi, on a un LRS qui souffre d'addiction. Et on a peut-être fait soigner, accompagner aux soins. Ça sera à eux de vous le dire. Voilà, c'était la petite anecdote, mais elle est intéressante. Et pour le remerciement de nos bons et loyaux services, hein, c'est pas qu'on est spécifiquement intéressé par les labels et autres décorations. On a reçu, il peut passer le diplôme, voilà, on a reçu le diplôme du label 2014 du droit des usagers de la santé. Moi, je vous remercie. Oui, je te cède la parole, Anthony. On va enchaîner sur les différentes présentations et puis on laissera des questions ensuite. Merci. Bon, pour ma part, j'ai pas de présentation PowerPoint. J'ai pas de notes non plus. Donc je vais rester là, je suis bien, non? Ça fait un peu plus scolaire ici. Alors, je suis Anthony Vinciguera, je suis ingénieur de recherche au laboratoire de psychologie de l'Université de Tours. En 2012, j'ai fondé une association qui s'appelle le CRS. Et donc, je viens avec les deux casquettes aujourd'hui, puisque je peux mettre en pratique au niveau de cette association les thèmes de recherche donc, sur lesquels je travaille à l'université. Moi, je voudrais mettre le curseur sur le changement de comportement. Promotion de la santé, on informe, on oriente, on prend soin éventuellement, mais in fine, il va falloir qu'il y ait un changement de comportement, notamment si la personne est en mauvaise santé. Ça a été illustré là, par la petite histoire Terra de Forum. On a un monsieur donc, qui fume et la thématique, c'était arrêter de fumer. Comment trouver le point d'entrée pour arrêter de fumer? Il y a un comportement, c'est fumer. Donc il faut changer ce comportement. Je vais introduire mon propos par une petite histoire qui est tirée d'un livre du plus célèbre médecin du Moyen-Âge, Ibn Sina, connu sous le nom d'Avicenne, pour les connaisseurs, philosophe, médecin persan. Il raconte qu'un jour, un usager vient le voir dans son cabinet de l'époque et lui dit « Docteur, je vais mal, je vais très très mal,
guérissez-moi. Et Avicenne lui dit, très bien, je vois tout à fait ce que vous avez. Vous voyez ce désert là-bas, vous allez aller jusqu'au bout et vous revenez. Et l'usager donc paye le médecin et donc entreprend ce long voyage qui va durer 5 ans. Et quand il revient, il dit au médecin, je me sens moins mal, mais je me sens quand même encore mal. Alors Avicenne dit, très bien, vous voyez cette montagne là-bas? Vous allez monter en haut de la montagne et vous allez revenir. Et la personne y va, revient 10 ans après. Il dit, bon, oui, je sens que je vais un peu moins mal, mais j'ai toujours mal. Très bien. Voyez-vous cette forêt? Traversez-la et revenez. La personne y va, il met 15 ans à faire l'aller-retour. Et là, quand il arrive, il a l'air soulagé. Et il dit au médecin, docteur, vous êtes formidable, je vais mieux. Je ne vais plus mal. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour aller bien? Et là, Avicenne lui répond, eh bien écoutez, rentrez chez vous, reposez-vous, mangez bien, buvez bien, et ça ira tout seul. Traduction un peu libre sur la fin. Mais on va dire que là, tout est résumé finalement. On n'a pas de changement de comportement puisqu'on n'a pas la source du mal-être. Et là, le personnage qui fumait, qui avait du mal à s'arrêter de fumer, on n'avait pas la source de son mal-être de départ. Et c'est très difficile de l'avoir de toute façon. Donc on va lui faire produire un nouveau comportement qui va occuper tout son esprit. C'était un peu l'idée là, de l'addiction aux applications Internet là, qu'on a vu sur le Théâtre Forum. Et une fois qu'il sera bien épuisé, qu'il aura bien ancré ses comportements, le comportement de départ de mal-être n'aura plus de sens. Et là, il faudra qu'il prenne juste soin de lui. Donc ça, c'est une belle histoire. Maintenant, pour la mettre en pratique, alors il y a la recherche universitaire, où on a des tas d'outils, de mesures, de tout un tas de choses, en addiction notamment. Puis après, il y a le côté opératoire. Comment on l'applique sur les cas concrets individuels des personnes. Alors tout à l'heure, on parlait de déterminants sociologiques, etc. Bon, ça, c'est des déterminants explicatifs. Moi, le curseur, c'est le déterminant qui va résoudre le problème. Pour ça, j'utilise ce qu'on appelle la théorie du comportement planifié, qui est un mot un peu rude, qui a été élaboré à partir des années 70 par 2 chercheurs, Zen, Fishben, bon, pour info. C'est en fait un outil de mesure du comportement qui est très simple. Il y a une vingtaine d'items, ce qui est toujours très facile à utiliser, parce que plus les gens se fatiguent pour y répondre et ils ne voient pas le sens. On va s'intéresser surtout à l'intention, comme son nom l'indique. C'est-à-dire, si je reprends l'exemple du monsieur qui arrête de fumer, il y a une question à lui poser. Avez-vous l'intention d'arrêter de fumer? Une seule. Et s'il répond non, ce n'est pas la peine de se poser des questions sur le pourquoi, sur le comment, etc. etc. Donc la théorie du comportement planifié donc, est un modèle d'identification pour trouver le comportement qui va permettre de débloquer une signification. On commence par là. Avez-vous l'intention d'arrêter ce comportement qui vous fait courir un risque pour votre santé? Si la réponse est non, on va travailler là, plutôt du côté psychologique pour comprendre pourquoi la personne n'a pas l'intention. Sans doute que la mise en danger de son comportement lui coûte moins que d'arrêter ce comportement. Si par contre la personne répond oui, j'ai l'intention d'arrêter, on a fait la moitié du chemin. Il suffit juste après d'identifier ce qui va lui faciliter la tâche ou le freiner dans sa tâche. Alors en général, les 3 dimensions qu'on questionne après l'intention, c'est le support des proches, ça a été évoqué tout à l'heure. Tout seul, c'est très difficile, il faut quelqu'un qui supporte, alors dans le sens positif de supporter, pas qui aide à subir, c'est-à-dire qui valorise, qui est un peu objectif aussi, du moins qui soutient la démarche. On va essayer d'identifier aussi les croyances de la personne. Est-ce qu'il croit vraiment qu'il est capable d'arrêter? Ça, c'est la 2e dimension. Et puis il y a une 3e dimension, c'est tous les obstacles, alors là pour le coup, sociaux, parcours de vie, c'est sûr que si on arrête de fumer par exemple et qu'on a prévu de passer quelques nuits blanches pour son travail, c'est peut-être pas le bon moment d'arrêter non plus, quoi. Voilà, c'est tout ça qu'on questionne en une vingtaine d'items. Donc ça, c'est un outil de mesure de recherche, je vous le disais. Je l'applique au sein d'une permanence tous les mardis au sein de l'association dont je vous parlais. Et ça permet de débloquer, alors pas de l'addiction en elle-même, on n'est pas sur un parcours thérapeutique. L'action sur laquelle je me place dans l'association s'appelle promotion de la santé dans le projet de vie. C'est-à-dire que des gens viennent me voir avec un projet de vie. Ça peut être arrêter de fumer, mais s'il y a un gros souci, j'oriente vers un professionnel de santé. Je ne vais pas me permettre de résoudre ces problèmes-là moi tout seul. En revanche, si la personne a déjà engagé une démarche, alors par exemple sur de la réorientation professionnelle, sur un projet de vie, acheter une maison, ce genre de choses, on essaie d'identifier au niveau santé ce qui pourrait bloquer. Et là, ça fonctionne assez bien.
Là, en ce moment, il y a beaucoup de demandes sur l'alimentation. Alors, pas sur des pathologies comme l'anorexie, la boulimie, etc., juste sur les comportements alimentaires. Comment faire pour bien s'alimenter? Là, il y a beaucoup de choses qui sont faites en promotion de la santé. On a tous à l'esprit 5 fruits et légumes. Alors, toutes les dernières études, l'INRA notamment, qui questionnent les gens, est-ce que vous mangez 5 fruits et légumes par jour? Tout le monde répond oui à peu près. Tout le monde. Beaucoup répondent oui. Et on se dit, ça y est, la promotion de la santé est passée. L'info est passée. Mais quand on regarde d'autres études qui regardent concrètement les comportements réels, on s'aperçoit que peu de gens, en réalité, je ne sais pas si on fait un sondage ici, qui a mangé 5 fruits et légumes aujourd'hui. Enfin, la journée n'est pas terminée. Donc, comment on fait pour que ça soit appliqué réellement? Et là, la théorie du comportement planifié permet d'agir, puisqu'il suffit de demander, mais d'accord, vous avez noté qu'il faut manger 5 fruits et légumes, mais avez-vous l'intention réelle de manger 5 fruits et légumes? Si la réponse est oui, il suffit d'identifier justement qu'est-ce qui va l'empêcher, qu'est-ce qui va le faciliter. Et en général, on prend 3 mois, et au bout des 3 mois, si l'intention était positive, le comportement se réalise. Voilà à peu près tout ce que je pouvais vous dire sur ce parcours. Merci beaucoup, Anthony. Merci. Émilie, diaporama? D'accord. Bonjour, moi je suis Émilie Arnaud, je suis médecin de santé publique, je suis directrice du service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé, le SUMS, à l'université de Tours. J'ai choisi de vous présenter un exemple d'un projet de promotion de la santé qu'on mène à l'université, donc qui s'appelle « L'université s'engage contre les violences ». Donc on est parti d'un état des lieux, d'un contexte qui était d'abord qu'on avait une augmentation en consultation de tout type, des motifs de violence et de harcèlement. Donc nous on s'occupe des étudiants, si ce n'était pas très clair, je le précise, on s'occupe uniquement des étudiants, pas des personnels, et donc voilà, une augmentation des consultations pour ce motif-là. Parallèlement, on avait dans le service l'arrivée d'une conseillère conjugale et familiale qui avait des compétences spécifiques sur cette question des violences, et qui nous a effectivement sûrement aidé à mettre cette question-là en évidence. Il y avait un protocole harcèlement qui a été réalisé à l'université en 2014, destiné au personnel uniquement. Il n'y avait pas de volet sur les étudiants. Et puis, on avait également comme élément une enquête qu'on a menée l'année dernière avec l'Observatoire de la vie de l'étudiant, qui est un service de l'université, donc en février 2015, et qui était axé sur l'utilisation par les étudiants de notre service, leurs besoins par rapport à ce service-là, et puis un petit état des lieux santé. Et donc cette enquête-là, dont on a eu des résultats il y a très peu de temps, nous montrait qu'il y avait quand même 16% des étudiants ayant répondu qui se disaient victimes de violences, harcèlement, discrimination depuis septembre. Donc septembre 2014, l'enquête étant passée en février. Et c'était un panel assez représentatif puisqu'on avait à peu près 6000 répondants. Donc c'était assez important malgré tout. Donc quand on parle de violence, les violences, c'est des violences de tout type, donc sexuelles, morales, physiques, le harcèlement, qu'il soit moral ou sexuel, et puis quel que soit le lieu de la violence aussi, intrafamiliale, à l'université, au travail, dans la rue. Voilà, on a choisi de travailler un peu sur tous ces axes-là. Donc, je vous ai un peu explicité le projet en reprenant les axes de la promotion de la santé selon la Charte d'Ottawa. Donc le premier axe qui était donc les politiques publiques saines, on a vraiment fait un travail en lien avec la présidence de l'université pour que ça soit un projet porté politiquement et qu'il y ait un plan de prévention et de prise en charge des violences qui soit proposé à l'université, qui est porté donc par notre vice-présidente vie étudiante et qui comprend une procédure interne à l'université en cas de suspicion de harcèlement ou violence entre étudiants et ou entre étudiants et personnel. Donc ça, c'est une procédure dont on a débuté le travail au printemps, qui vient de se finaliser et qui sera validée courant décembre et qui sera officielle à partir du mois de janvier. On a également au niveau de l'université, on va intégrer le protocole départemental de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes, qui est piloté en Indre-et-Loire par la déléguée aux droits des femmes et qui sera signé le 17 décembre.
Donc il y avait vraiment une volonté politique de faire avancer les choses sur ce plan-là et de pouvoir apporter des réponses politiques aux étudiants sur ces questions. Donc au niveau des milieux favorables, on a travaillé, nous, au sein du service, avec le bureau de la vie de l'étudiant sur l'organisation et la prévention des événements festifs à l'université, puisque évidemment il y a quand même un grand nombre de ces violences dont on a, nous, connaissance au sein du service, qui ont lieu lors des manifestations festives. Donc on a mis en place une charte des manifestations festives responsables que l'association étudiante s'engage à signer et à suivre quand elle s'organise des événements festifs. Et on fait, à travers ce travail-là, un focus sur l'alcoolisation et ses conséquences en termes de violence, parce que souvent, c'est vrai que les conséquences qui venaient à l'esprit des étudiants, c'était focalisé sur la conduite. Donc on a essayé de leur montrer qu'il n'y avait pas que le problème de la conduite quand on buvait. Et donc il y a cette charte qui est le premier pas, on va dire, sur ce plan. Et puis ensuite, il y a un entretien qui est proposé aux étudiants avec un infirmier du service pour faire un petit peu le point sur l'organisation de leur soirée, qu'est-ce qu'ils ont mis en place en termes de mesures de prévention, donc sur tous les axes possibles qui peuvent concerner l'organisation de la soirée. Donc on part vraiment de ce qu'eux ont déjà identifié comme besoin, et puis après on travaille un petit peu avec eux pour compléter ces axes-là, leur faire penser à des choses qu'ils n'auraient pas forcément évoquées. On met des moyens du coup de prévention à leur disposition. Et puis ensuite, on travaille avec eux à un retour, à une évaluation de la soirée, de ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, est-ce qu'il y a eu des événements indésirables ou pas. Voilà, on essaye de mettre ça en place du coup depuis quelques temps. Donc à ça s'ajoute le plan de communication sur l'engagement de l'université contre les violences. Donc on a créé une plaquette qui est en cours de finalisation. On va également avoir un onglet sur le site internet qui sera aussi effectif au mois de janvier a priori. L'objectif, c'est vraiment que cette question-là ne soit plus taboue, qu'on puisse la parler, que les étudiants se sentent capables de pouvoir nous parler de ça, et puis leur montrer surtout que l'institution est sensible à cette question et leur propose des ressources. L'action communautaire dont on a parlé ce matin aussi, évidemment, on essaye de travailler dans ce sens-là. Dans tous les projets globalement qu'on mène au sein du service. Donc on essaye de faire participer les étudiants dans la création des actions. Ça peut passer par ce qu'on appelle les UO, c'est les unités d'enseignement optionnelles, donc c'est les options finalement. On propose 2 options où on fait vraiment participer les étudiants sur des thématiques de prévention et de promotion de la santé. On a le projet d'en développer une l'année prochaine où on essaye d'intégrer davantage les étudiants à la conception de nos actions à nous au niveau du SUMS, qui est vraiment une implication citoyenne un petit peu dans ces actions-là des étudiants qui s'inscriraient à cette UE libre, à cette UO. Donc ça c'est en cours de finalisation, mais il y en a déjà 2 qui existent. On intègre aussi les cafés qui sont portés en fait par des filières. Donc il y a déjà des cafés en droit, en philo, en sociaux, dans pas mal d'UFR qui sont en fait des moments conviviaux où les étudiants à la base se réunissent entre eux sur une thématique du coup qui correspond à leur formation. Et du coup l'objectif du SUMS dans ces cafés c'était de pouvoir se greffer à des thématiques transversales et de pouvoir aborder ces questions avec différentes filières. Et la question des violences en l'occurrence ça se prête plutôt bien à ça parce qu'effectivement que ça soit en droit à la fac de philo, à la fac de sociaux, c'est des questions qui les intéressent aussi d'un point de vue enseignement. Donc on va essayer de travailler avec eux au 2e semestre sur ces moments-là, qui sont des moments aussi où on va vers les étudiants, puisque ça on l'a aussi déjà évoqué aujourd'hui. C'est bien de les faire venir vers nous, mais je pense que c'est important aussi d'aller vers eux. Donc aller sur leur lieu et sur les temps conviviaux qu'ils peuvent mettre à profit pour faire passer des notions de prévention. Et puis le dispositif étudiant relais santé, qui est un dispositif de prévention par les pairs. Il y en a quelques-uns qui sont dans la salle aujourd'hui. Donc les étudiants relais santé, ce sont des étudiants qui sont recrutés au sein de toutes les filières de l'université. Donc ce n'est pas uniquement des gens qui sont dans un cursus santé particulièrement, qui vont être encadrés par un infirmier et puis qui vont bénéficier d'une sensibilisation, une petite formation sur différentes thématiques de santé publique et de prévention sur les différents axes de travail qu'ils vont avoir dans l'année. Et leur mission, c'est évidemment
nous aider à être plus proches des étudiants, hein, puisque on sait bien qu'à cette période-là de la vie, l'apport des pairs est plus important que celui des professionnels. Donc c'est aussi un peu l'objectif de travailler avec eux pour mieux toucher notre population. Et puis c'est aussi bénéficier de leurs idées, de leur côté créatif pour créer des outils de prévention, des outils d'animation, des outils de communication pour les étudiants, donc qui sont vraiment porteurs d'idées et créateurs de projets avec les professionnels du service évidemment. Mais voilà, ils travaillent vraiment pour nous aider à aller au plus près des étudiants. Acquérir des aptitudes individuelles, donc effectivement là c'est tout ce qui va concerner le champ des actions de prévention et de promotion de la santé qu'on va mettre en œuvre. Donc concernant les violences, on a organisé un ciné-débat, j'en reparlerai dans une diapo un peu plus tard, mais sur la thématique, des cafés prévention, donc différentes actions de prévention. On essaie de travailler les compétences psychosociales à travers des actions qui n'ont pas forcément la thématique violence, hein, mais finalement toutes ces compétences qui sont savoir prendre des décisions, avoir une pensée critique, savoir communiquer efficacement, être habile dans les relations interpersonnelles, la gestion du stress, la conscience de soi, l'estime de soi, gérer les émotions. Toutes ces compétences-là qui vont avoir une importance énorme sur la question des violences, hein. C'est des compétences qu'on peut travailler sur énormément d'autres thématiques. Donc toutes les actions de santé qu'on propose, on va essayer de travailler ces compétences-là, que ce soit donc en action collective ou en action individuelle, notamment lors des consultations. Et puis évidemment, la réorientation des services de santé, on espère quand même qu'on est un acteur de promotion de la santé au sein du service. On a aussi l'axe de formation à la fois des personnels du service pour essayer toujours sur cette question de violence, d'essayer d'identifier cet antécédent-là de manière beaucoup plus systématique. Et puis également les personnels de l'université qui sont un peu en première ligne par rapport aux étudiants et à leurs problématiques, hein, donc que ce soit des personnels administratifs comme des personnels enseignants, que ce soit sur la question du mal-être et du suicide, que sur la question des violences. C'est souvent ces personnels-là finalement qui recueillent la parole de l'étudiant en premier lieu, avant que nous, on en ait connaissance ou avant qu'ils viennent vers nous. Donc c'est vrai que c'est important aussi de les sensibiliser à ça et de les former à recevoir cette parole et à savoir vers qui orienter les étudiants et comment leur répondre. Et puis évidemment l'axe de formation aussi par rapport aux étudiants. Les étudiants en relais santé, hein, comme on a dit, qui sont quand même pas lâchés dans la nature comme ça. Et puis les référents prévention des associations, ça j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais sur le projet effectivement autour des soirées festives, on demande aux associations de mettre en évidence un référent prévention, donc 1 à 2 par association en fonction de sa taille. Et ce référent prévention est un peu le lien privilégié avec le SUMS. Et c'est un peu la personne qui est en charge de coordonner le côté prévention de la soirée. Et donc là, on a le projet, puisque ça c'est quelque chose qui est assez récent, et donc ça, c'est un peu encore en élaboration. Mais du coup, pour la rentrée 2016, on a l'objectif de leur proposer une formation à ces référents prévention, ainsi qu'au président d'ASSO, pour leur apporter des notions un petit peu plus larges que celles qu'on leur donne aujourd'hui lors des entretiens avec l'infirmier, dont on parlait tout à l'heure. Vraiment de leur faire une journée de sensibilisation sur la prévention et la réduction des risques. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est en cours. Donc ce projet-là, voilà, que j'ai du coup résumé de manière peut-être plus claire comme ça. L'objectif général de ce projet, c'était donc sur la thématique des violences, favoriser la parole, lever les tabous, les idées reçues, et puis avoir un axe de prévention, que ça soit auprès des victimes potentielles, autant que des agresseurs potentiels. Donc il y a un volet prévention, avec évidemment l'information, la sensibilisation, avec une soirée débat qui a eu lieu récemment avec une table ronde de partenaires divers, une journée d'études sur le harcèlement qui est prévue en mars, tout un plan évidemment de communication, les cafés prévention qu'on voudrait axer sur les notions de consentement et de harcèlement avec les idées reçues et les représentations, parce que ça on se rend compte notamment en consultation que cette question-là elle est compliquée et que le consentement c'est plus compliqué qu'on croit, et que là, justement, les compétences psychosociales, elles ont tout leur intérêt. On va se servir notamment d'un outil qui est un clip vidéo, vous pourrez voir si ça vous intéresse, qui est assez sympa sur Internet. Alors, malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'outils francophones qui existent, après une énorme revue de la littérature
On n'a pas trouvé autre chose que celui-ci, donc il y a un petit clip en anglais, mais sous-titré quand même, mais qui est efficace. Donc on va utiliser ça. Évidemment, l'axe aussi lors des soirées festives, donc avec un guide d'entretien qu'on a réalisé pour que l'infirmier qui fait ces entretiens-là puisse balayer un petit peu toutes les thématiques. L'engagement des associations étudiantes avec la charte dont j'ai déjà parlé. Le travail des compétences psychosociales, évidemment, à travers toutes les actions du service, comme on l'a dit, quel que soit le thème, que ce soit les addictions, la sexualité, la nutrition, la prévention du suicide, toutes ces actions-là, on essaye d'avoir un axe sur les compétences psychosociales. Et puis les actions de formation des personnels, que ce soit aussi les personnels d'encadrement, de gestionnaires ressources humaines, les enseignants, les étudiants, sur cette question des violences et du harcèlement. Je vais devoir t'interrompre parce que le temps passe. Mais on a bien vu, je pense, la problématique de la violence. On reprendra éventuellement juste après, mais on voit bien qu'il y a aussi effectivement la prise en charge des plaignants et procédures à suivre. D'accord. Merci beaucoup, Émilie. Je vais demander à Émeric. Bonjour, je vais attirer votre attention de ce côté maintenant. Donc je me présente, Émeric, je représente le mouvement sportif et plus particulièrement la gymnastique volontaire. Donc merci aux personnes qui ont fait les scénettes de nous avoir introduits dès le matin. C'était un clin d'œil amical, donc on vous en remercie. Et merci également à la FRAPS de nous inviter à cette présentation, on va dire Pecha Kucha. En 6 minutes, on va essayer de vous présenter un projet de façon efficace et en un temps limité. Donc Pauline, on va essayer de respecter. Donc c'est parti pour le pitch de ce projet qu'on espère avec une plus grande diffusion possible pour toucher un maximum d'usagers, mais également de partenaires. La présentation qu'on fait aujourd'hui, c'est pour essayer d'agir et d'interagir ensemble. Donc on va essayer d'interactif, on peut revenir sur 2 clics en arrière, donc on va dire qu'on n'a pas vu ce qui s'est affiché, mais c'est pas grave, donc on va essayer normalement on était sur une devinette, donc il n'y avait que les chiffres qui apparaissaient, donc effectivement 66 millions c'est notre population française, 28,6 millions c'est la population active en France. Donc le 3e chiffre, qu'est-ce que c'est? Là c'est interactif normalement avec la salle. Voilà, c'est le pourcentage. Donc, si on appuie sur un clic, normalement, ça doit apparaître. C'est la population active qui représente 56,7%. La population active qui représente 56,7% de la population française. Donc voilà. Donc sur la ligne bleue, vous avez tous trouvé ce que veut dire le chiffre 66. Donc effectivement, c'est la population française. Donc on enchaîne avec un clic si on veut. Et donc cette information qui nous est donnée sous couvert d'une présentation qu'on veut interactive, mais qui nous est donnée par l'INPES, avec les chiffres précédents qui nous sont donnés par l'INSEE, bien sûr. Donc on peut continuer. Donc là, il y avait un piège, effectivement, c'était 25,8 millions de personnes, c'est la population active ayant un emploi. Donc voilà. Et le petit clic suivant, on voit qu'une grande majorité des 75% de la population active ayant un emploi dans le tertiaire reste assis. Donc c'est à ce moment-là que je vous invite à vous mettre debout pour ceux qui le souhaitent, toujours pareil, pour éviter d'être sur ce qu'on va envoyer sur la diapositive suivante, être sur le sitting disease. C'est vrai que sur la grande majorité des personnes qui travaillent assises, on a malheureusement des impacts sur la santé. C'est-à-dire qu'un des déterminants de la santé, c'est mon siège et c'est ma position sur mon siège. Donc j'invite ceux qui veulent à se mettre debout pour se dégourdir un petit peu les jambes, à avoir, comme les acteurs, avoir un petit peu de temps de course s'ils veulent, sachant que ça sera un petit peu plus difficile pour moi de vous expliquer la suite du PowerPoint si vous courez, mais on est bien capable de faire 2 choses en même temps, Emmanuel. Donc on enchaîne. Donc voilà. Donc le fait de rester devant son ordinateur. Alors, est-ce que vous avez deviné le projet qu'on va essayer de mener ensemble, j'ai envie de dire? Est-ce que quelqu'un... Travailler debout, ouais, apparemment il y a eu un reportage là, sur France 2 cette semaine, donc il y avait vraiment des solutions pour avancer en santé au travail. Et donc ce qu'on vous propose maintenant, en fait, c'est d'essayer de travailler ensemble, donc ça va être le clic suivant, sur le sport entreprise. Nous, tout simplement, on s'est dit on va essayer de toucher un maximum de personnes à l'endroit où ils sont le plus, pour les personnes actives, on a bien compris le sens de la présentation, et donc dans l'état d'esprit de toucher les personnes là où elles passent le plus de temps également.
Donc ça nous a semblé, comme le disait M. Breton ce matin, une histoire de réalisme d'action également. Donc en quoi c'est novateur pour l'éducation physique et la gym volontaire ? Pour nous, la gym volontaire, on s'occupe plutôt des seniors et de la petite enfance. Donc s'adresser à des publics, des populations actives en entreprise, pour nous c'est novateur. Donc on espère encore une fois qu'on le partagera avec d'autres acteurs. On a eu un échange avec le monsieur de la dictologie par exemple. Un rappel sur le chiffre toit qu'on n'a pas encore découvert. Donc de par cette action, on se dit qu'on va pouvoir toucher 3 types de modèles. Le modèle entreprise, le modèle des salariés et le modèle de la société civile. À un moment donné, les dominos, ils sont quand même reliés entre eux. Donc, chacun d'entre nous étant salarié ou pas d'une entreprise, on peut avoir des bénéfices sur sa santé en pratiquant. L'entreprise, je ne vous refais pas le discours sur on gagne en productivité quand mes salariés sont mieux, etc. Et puis au niveau de la société civile, je pense que c'est notre objet à tous les uns les autres. Donc j'accélère un petit peu. Donc le but du jeu, à un moment donné, comme l'a dit M. Damier ce matin, c'est d'essayer d'emmener d'autres secteurs dans la promotion santé. Ici, là, sur la santé au travail. Donc peut-être à nous de provoquer cette intersectorialité dans l'état d'esprit, d'améliorer la qualité de vie, en l'occurrence la qualité de vie au travail. Donc on peut passer très rapidement. Je ne fais pas trop d'excès sur ça, on en a déjà parlé. On peut accélérer si on est sur le timing des 5 minutes avec l'entreprise, amélioration du climat social. C'est-à-dire, à un moment donné, on a des effets inattendus. De temps en temps, de par des événements en entreprise, on a le DRH qui travaille avec l'ensemble de ses salariés. Et on est tous assis sur son football en train de faire une séance d'éducation physique. Et à un moment donné, le fait d'être tous en survêt, ça va permettre de régler des problèmes qu'on n'avait pas forcément résolus autrement. Donc voilà, l'idée d'avancer aussi côté des salariés sur son propre bien-être physique. Ce qui est déclaré en premier sur la non-pratique sportive, c'est le manque de temps. Donc là, les pratiques avant ou pendant le repas sur la pause méridienne sont une solution. Donc on peut accélérer très rapidement sur l'offre qu'on propose, nous, gym volontaire. Donc dans le speech que je dois vous faire, on a une offre particulière et multisport où on s'adresse à la personne, où on va essayer de préserver ou d'améliorer le capital santé. Donc le but du jeu, c'est de rentrer dans ces milieux entreprises qui peuvent être aussi des collectivités territoriales. Et donc le but du jeu, c'est d'essayer de travailler avec d'autres partenaires, si c'est l'objet demain autour de ce projet. Donc on peut enchaîner tranquillement avec différentes pratiques qui vont vraiment aussi correspondre aux besoins des salariés. Par exemple, des gens qui sont sur de la manutention, qui marchent toute la journée, le but du jeu est peut-être pas de les faire recourir dans leurs séances sportives. Le but du jeu est peut-être de leur proposer quelque chose en termes de relaxation ou de gymnastique posturale, par exemple. Avec un grand levier d'action qui peut être également les activités en extérieur, qui sont vraiment une autre approche pour mobiliser les troupes, on va dire. Donc, voilà ce que je vous propose. Donc, merci de votre attention. Et donc, on essaie vraiment de travailler ensemble autour de ce projet pour peut-être croiser différents champs que nos partenaires ont en commun avec nous. Merci de votre attention. Merci beaucoup.